Hélène Buzetti, Michel David, Alec Castonguay, bonsoir. Bonsoir. Petit tour rapide sur cette mise à jour quand même. À la fin, M. Girard m'a dit, parce que je disais, est-ce que c'est pire ou moins pire que vous pensiez, les Trump et les tarifs? Mais il dit là, il est temps d'avoir une entente. Donc, les provinces, Hélène, continuent à mettre de la pression sur Carney pour que le sort des économies s'améliore quand même. Sa marge de manœuvre est pas très grande, on va se le dire. Oui, M. Carney qui s'est en quelque sorte excusé aujourd'hui à la Chambre des communes, n'est-ce pas? Hein? Avec ce « Who cares » qui était un peu mal passé, qu'il avait laissé aller en leur dire bon, écoutez, là, savoir si je texte avec M. Trump ou si je lui parle à 2 heures du matin, c'est « Who cares ». Alors, il a reconnu aujourd'hui que c'était un piètre choix de mots, donc il veut passer à autre chose parce que les conservateurs l'asticotaient à ce sujet depuis hier. Mais ceci dit, évidemment, M. Carney contrôle peu la situation. Il est à la merci du bon vouloir du président américain qui, en ce moment, ne semble pas avoir beaucoup de bon vouloir. Et Michel David et Alec, la marge de manœuvre du ministre n'était pas très grande pour, par exemple, beaucoup de gens, l'opposition puis du monde qui vont chercher de l'essence, se disaient, est-ce qu'on ne peut pas enlever la taxe sur l'essence? Il n'avait pas cette marge de manœuvre, Michel. Bien, il n'y avait pas cette marge de manœuvre, puis je pense pas que ça aurait été une décision responsable. Puis M. Legault l'avait déjà indiqué. D'abord, si on veut aider les gens les moins favorisés, c'est pas tous ces gens-là qui ont des voitures. Bon, je comprends qu'en région, c'est plus important, mais ça aurait été un non-sens complètement, je pense, par exemple, d'utiliser le fonds vert pour diminuer la taxe sur l'essence. À sa face même, c'était une contradiction. Alors, je pense que c'était la bonne décision. Maintenant, pour répondre à votre première question, j'ai l'impression que, pour le moment, c'est vrai, les prévisions de croissance de M. Girard sont pas mirobolantes, là, 1,1 l'an prochain, mais c'est pas une récession encore. Et il l'a très bien dit. Dans la situation actuelle des tarifs, c'est gérable. Mais là, le gros morceau, c'est la renégociation de l'accord global, si je peux dire. Là, s'il fallait que M. Trump décide qu'il n'en veut plus, là, ça deviendrait beaucoup plus compliqué pour tout le monde, y compris le Québec. Oui. Alec? Bien, je pense que le ministre n'avait pas beaucoup de marge de manœuvre, ni financière, ni politique, parce que financière, on le sait, le déficit est quand même élevé. Il est moins important par rapport à la taille de l'économie qu'à Ottawa ou que dans la plupart des provinces, mais il reste objectivement élevé. Et si on veut y arriver dans 5 ans, on ne peut pas donner des bonbons électoraux, des baisses d'impôts, la taxe sur l'essence. Écoutez, la taxe sur l'essence, à chaque sou qu'on diminue, c'est 100 millions de moins là, dans les coffres du gouvernement. Fait que diminuer ça de 10 sous, 12 sous, là, c'est 1 milliard, 1,5 milliard là, qui disparaît. On n'a pas cette marge de manœuvre-là à Québec. Puis ça, c'est financièrement, il faut faire attention, mais politiquement, tout le monde le sait que le gouvernement s'en va en élection, qu'il est impopulaire dans les sondages. Donc, envoyer des chèques, faire des baisses d'impôts, avoir l'air d'acheter des votes, pas certain que c'était la meilleure stratégie. Puis ce que François Legault veut faire sur le plan financier, c'est de dire, regardez, nous, on va être un gouvernement prudent, responsable, stable, alors que le Parti québécois veut avoir un référendum, il va y avoir de l'instabilité. Alors, si on veut une stabilité financière, il faut être prudent, il faut être raisonnable, il ne faut pas commencer à distribuer l'argent puis avoir l'air de Père Noël. Alors, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de marge de manœuvre politique non plus, le ministre Girard, par rapport à ce qu'on veut accomplir à long terme au gouvernement. Mais en même temps, si je peux me permettre, Alec a tout à fait raison, mais on a encore un budget qui, avant la prochaine élection, et peut-être qu'aussi on veut se garder des munitions en vue de ça, ce qui serait probablement une très mauvaise idée. Mais moi, ce que je trouve intéressant quand même dans cette mise à jour économique, c'est qu'on revient à l'essence de ce qui est supposé être une mise à jour économique, c'est-à-dire la mise à jour des chiffres contenus dans le dernier budget. Ce n'est pas supposé d'être un mini-budget ou une distribution de bonbons. Et donc, on revient peut-être à une ancienne comme on a vu à formule. Ottawa. Voilà. Il y a un an, jour pour jour. Voilà. Presque. Bonbons électoraux, avait dit Freeland. Très bien. Je reconnais votre amour des chiffres, Hélène. C'est très bon. Laïcité, rapidement, parce qu'on aura tous les détails jeudi. Est-ce qu'on ne vise pas là, avec le projet de loi, la face cachée de tout ça, c'est-à-dire les écoles privées religieuses, Michel David, en voulant couper leurs subventions si ils ne prennent que des élèves, par exemple, de la communauté juive ou de la communauté musulmane, etc.?
Ben oui, je pense que M. Legault s'est rendu compte que sa première explication, là, il y a quelques mois, quand il disait « ben non, on ne peut pas couper le financement des écoles privées religieuses parce que ça inclurait des écoles comme des collèges, Brébeuf, Notre-Dame, Montréal, etc., qui avaient été fondées au départ, évidemment, par des congrégations religieuses, mais qui ne faisaient plus d'enseignement religieux, dont le personnel est probablement totalement laïque maintenant. Ça, c'était une incongruité. Et là, M. Legault s'est rendu compte que ça n'avait pas de bon sens. Maintenant, oui, il y a pas d'allégeance religieuse pour le choix des élèves, pas non plus de contenu religieux dans le cursus sur les heures d'enseignement. Si on veut faire de l'enseignement en fin de semaine, samedi après-midi, je pense qu'il n'y aurait pas de problème. Mais oui, c'était simplement logique. Tout comme l'autre nouvelle mesure qui a été, qu'on présume être dans le projet de loi, c'est-à-dire d'étendre aux collèges privés l'interdiction des signes religieux qui a déjà cours dans les écoles publiques. Honnêtement, moi, au départ, je ne voyais pas la nécessité d'interdire les signes religieux aux enseignants, mais à partir du moment où on le faisait dans le public... C'est fait pour tout le monde. Il y avait, c'est des écoles privées, mais largement subventionnées par l'État. Ce qui est quand même étrange, Alex, c'est qu'on n'arrive pas à trouver le chiffre. Combien d'écoles? Comme ça qu'on n'a pas ça. On a posé la question au gouvernement, à moins que vous me disiez que vous l'aviez, que vous l'avez... On ne sait pas, ça touche combien d'écoles privées religieuses. C'est quand même inouï. Alex? Oui, c'est quand même inouï de légiférer sur quelque chose dont on ne connaît pas l'ampleur du problème. Mais ça, c'est pas la première fois qu'en matière de laïcité, la CAQ va dans ce domaine-là. Puis je vous ramènerai même au Parti québécois à l'époque de la Charte des valeurs aussi. On manquait de chiffres puis on manquait de démonstrations pour être capable de dire si c'est un problème dans la fonction publique, le nombre de personnes qui portent des signes religieux. Bon, on le sait pas, on y va par le principe. Est-ce que c'est un problème dans les CPE actuellement? Il y en a combien d'éducatrices en service de garde là, dans les CPE, dans les garderies qui apportent des signes religieux? Est-ce que c'est un problème? Ben, on ne le sait pas vraiment. On n'a pas ces chiffres-là, mais c'est pas grave. On va légiférer là-dessus aussi. Comme les prières de rue. Ben, les prières de rue, c'est assez anecdotique à Montréal. Ça dérange certaines personnes. Mais on n'a pas de chiffres non plus. Il y a beaucoup de choses dans ce domaine-là. Fait que je ne suis pas très étonné là, qu'on n'ait pas les chiffres sur lesquels on va légiférer pour ces questions-là. Mais manifestement, Hélène, le gouvernement veut envoyer le message que là-dessus, c'est eux qui ont la plus forte proposition. Mm-hmm. Oui, en même temps, je suis, moi, étonnée par l'approche un peu décousue du gouvernement sur la question de la laïcité. On vient tout juste d'adopter un projet de loi en matière de laïcité qui venait, par exemple, interdire le visage voilé pour les élèves à l'école, par exemple, école primaire, école surtout secondaire, évidemment. Et là, tout d'un coup, on veut élargir ça peut-être aux garderies. Finalement, non, le visage couvert, ça va être plus largement dans tous les établissements publics qui sera interdit. Moi, ce qu'on m'expliquait, c'est qu'en ce moment, on dit que la prestation des services publics doit se faire à visage découvert, mais que c'était en fait seulement utilisé pour l'identification. En tout cas, je ne suis pas allée vérifier moi-même. On me disait, par exemple, à la SAQ, vous venez faire votre permis de conduire, par exemple, et que vous portez un voile intégral, vous devriez lever votre voile pour vous identifier, mais vous pouviez peut-être, me dit-on, continuer à le porter après, une fois l'identification faite. On dit là, ça sera terminé la minute où vous passez le pas de la porte et jusqu'à ce que vous... Dans tout service public. Voilà, dans tous les services publics. Okay. Mais pourquoi on procède comme ça, petit morceau par petit morceau? Ça me donne l'impression qu'on réagit tout le temps aux dernières nouvelles et qu'il n'y a pas nécessairement une réflexion profonde et d'ensemble pour avoir une approche globale. Et écoutez, je pense que la CAQ estime qu'il y a encore un peu de millage politique à faire avec ça. Alors, moi, je pense que le citron a été pressé pas mal. Là, je vois pas trop, à moins qu'on veuille forcer le PQ à faire de la surenchère encore. Mais je pense que tout le profit politique que la CAQ pouvait espérer de ça, ils l'ont eu. Puis, manifestement, c'est pas tellement. Bon, c'est ça. Les gens sont d'accord, règle générale, mais ça ne change pas leur avis en général face, malheureusement pour eux, au gouvernement. C'est ça, on a déjà... Bon, M. Marissal, Paul Saint-Pierre Plamondon, qu'on va écouter tout de suite, dit « Moi, je ne ferme pas la porte à l'accueillir au Parti québécois. » Est-ce qu'il peut... on peut envisager la possibilité ou est-ce qu'il se présente aux prochaines élections sous la bannière du Parti québécois? Bien, la porte n'est pas fermée, mais il est un peu tôt là, pour disposer de ça. Puis pour lui, là-dedans, compte tenu du nombre d'attaques violentes à son égard qui sont, à mon avis, très gratuites de la part de la gauche radicale, on va lui laisser quelques jours.
Moi, je pense que c'est un écran de fumée pour essayer de parer à l'indignité dans laquelle il se vautre. Je vais le laisser dans cette indignité avec un grand plaisir. En politique, ça arrive que notre chemin et le chemin de notre parti divergent. J'en sais quelque chose. Et pour résumer là, ce que je pense de toute cette histoire, j'ai envie de vous citer mon artiste québécois préféré, Daniel Bélanger, qui a sorti une excellente chanson dont le titre est « Tout est dans la manière ». Tout est dans la manière. C'est intéressant d'entendre Gabriel Nadeau-Dubois, Alec, un peu, pas dégagé, mais plus calme. Parce que lui, c'est terminé. Là. Il a annoncé qu'il partait après son mandat. Et il dit la manière, ça va laisser des traces. Où on en est, d'après vous? Est-ce que le Parti québécois, pour revenir à ce qu'a dit Paul Saint-Pierre Plamondon, il doit examiner ça attentivement, là, j'imagine. C'est pas si simple que ça. Non, parce qu'on le voit, Vincent Marissal a parfois tendance à réarranger la réalité a posteriori. Et ça peut déplaire un peu. Il y a un bout du point de presse de Gabriel Nadeau-Dubois que vous n'avez pas présenté que j'ai trouvé très révélateur. Parce qu'il s'est réclamé, Vincent Marissal, dimanche, à Tout le monde en parle, de l'aile pragmatique en disant « J'ai tenté de changer ce parti-là, un peu comme Gabriel Nadeau-Dubois ». Gabriel Nadeau-Dubois a dit « Mais mon cher Vincent, tu étais où pendant que moi j'essayais vraiment de faire ça? On ne t'entendait pas sur les planchers des congrès. Et en 2023, tu as appuyé Émilie Lessard-Terrien, la candidate au co-porte-parole, féminin, qui, elle, disait « Faut que Québec solidaire demeure un parti de rue, ancré dans la contestation, ancré avec les organismes communautaires. » Celle qui était la pragmatique de la course, c'était Christine Labrie, qui n'a pas gagné finalement. C'était sa collègue qui était à l'Assemblée nationale. C'est pas cohérence, pour elle vous dites cohérence, point d'interrogation. Alors là, à un moment donné, dans ce cas-ci, il y a de l'incohérence, puis vous vous souvenez du flirt avec les libéraux. Puis alors, parfois, là, pour un parti politique, il est travaillant, Vincent Marissal, c'est quelqu'un d'intelligent, mais c'est quelqu'un aussi qui, parfois, est capable de virer son capot de bord puis de réimaginer la réalité un peu à son avantage. Michel David, j'imagine, le chef du Parti québécois, d'ailleurs, qui a de l'estime pour Vincent Marissal, il l'a dit, on se connaît depuis 20 ans, on se parle. Lui aussi, ça serait théoriquement une façon d'ouvrir la tente, pour reprendre le cliché, d'inviter quelqu'un de l'extérieur. Bien, ce serait ça si Vincent Marissal était un vrai solidaire. Si, par exemple, je ne sais pas moi, Alexandre Leduc décidait de passer au PQ, là, ça serait significatif. Les gens diraient « Ah bon, voilà, il y a quand même une autre voie possible à l'intérieur du PQ. » Mais dans le cas de M. Marissal, il n'y a personne qui sait exactement ce qu'il pense. Là. Honnêtement, il n'est pas très représentatif, je pense, en tout cas, de Québec solidaire. Alors, M. Saint-Pierre Plamondon, il doit regarder ça et se dire, bon, est-ce que c'est, malgré toute l'estime qu'il peut avoir pour M. Marissal, de dire, c'est une bonne affaire politiquement pour moi? Les commentaires qu'on entend, là, je comprends que du côté de QS, on déchire sa chemise, mais de façon générale, dans l'opinion publique, les commentaires que je vois jusqu'à présent ne sont pas tellement favorables à M. Marissal. Alors, est-ce que M. Saint-Pierre Plamondon veut s'embarrasser d'un candidat, disons, qui, le moins qu'on puisse dire, ne suscite pas l'unanimité? Vous savez, je pense qu'il va y avoir beaucoup de candidats qui vont vouloir se présenter pour le PQ là, au train où ça va. Alors, il n'y aurait pas de misère à en trouver un autre. OK. Conclusion, Hélène, là-dessus. De toute façon, il va laisser le temps. Oui, Hélène. Oui, c'est probablement très sage, compte tenu de ses réticences passées, par exemple, envers les transfuges. Il n'était pas certain. Mais pour bâtir sur ce que Michel dit, la bonne affaire, eh bien, la bonne affaire pour le PQ, elle a peut-être déjà été encaissée. Et c'est le fait que Vincent Marissal, qui était quand même un de ses candidats, ils sont rares en politique, mais qui peut dire qu'il est connu personnellement et donc apporte lui-même des votes, eh bien, ce candidat-là, qui était un adversaire donc pour le PQ dans cette circonscription traditionnellement péquiste, eh bien, il est neutralisé. Il n'a plus maintenant de véhicule politique. C'est très difficile de se faire réélire en tant qu'indépendant. Je ne suis même pas certaine que ça l'intéresserait, M. Marissal, de toute façon. Alors, qu'il le prenne ou qu'il ne le prenne pas dans son équipe, Paul Saint-Pierre Plamondon, maintenant, a une forme de voie libre dans cette circonscription. Il n'y a plus de grosses pointures face à son parti. Et ça, peut-être que dans le fond, pour lui, c'est déjà un gain. Oui, puis qu'il a dit que le PQ est le seul véhicule, selon lui, intéressant. Bon, OK. Peut-être vous avez ce genre de cauchemar, Hélène, Michel et Alec, où on veut courir, on veut s'enfuir, puis on n'arrive pas à bouger.
On n'arrive pas à avancer, puis c'est pénible. On a l'impression que Pablo Rodriguez, depuis 5 jours, est dans cet état où il n'arrive pas à avancer. Je vous le fais écouter. Il n'y a toujours pas d'explication de Marois Risky. On écoute. Je pense qu'elle fait mal au parti. Trop mal pour Puis, et ça, c'est malheureux. Mais si Mme Risky veut toujours pas en parler public, qu'elle parle à son chef. Qu'elle parle à son chef. Excusez, mais je lui ai écrit la semaine passée, j'attends de ses nouvelles. Alec, où on en est dans cette histoire? Oui, vous avez aujourd'hui, d'après ce qu'on en comprend du point de presse de Pablo Rodriguez, que Geneviève Hintz dédouane Marois Risky de son devoir qu'elle s'impose elle-même là, de réserve, c'est-à-dire Mme Risky dit « je peux pas en parler parce que c'est des ressources humaines puis ça serait dévoiler un dossier confidentiel ». Mme Hintz dit « allez-y, parlez-en, il n'y a pas de problème. Moi, je veux savoir ce que vous me reprochez puis dites-le sur la place publique, cette faute grave. Il faudrait que je sache de quoi il en retourne pour être capable de m'en défendre. » Et donc, à un moment donné, la pression, elle n'est pas que sur Pablo Rodriguez. Là. Oui, il est le chef du parti, il aurait probablement dû voir ce conflit entre les deux et trancher, mais à un moment donné, le geste qui a mis le feu aux poudres, c'est celui de Marois Risky en congédiant cette femme qu'elle savait très bien être proche du chef. Elle savait que ça allait créer une tempête. Dans la première mise en demeure de Geneviève Hintz, elle disait déjà « dites-nous publiquement qu'est-ce qu'il y en est ». Elle ne l'a pas fait. Maintenant, elle le répète « dites-nous publiquement ce qu'il y en est ». Marois Risky est retranché dans une position très légaliste là, en disant « je ne peux pas en parler à personne, même au chef ». Ça, je suis moins convaincu de celle-là. Mais à un moment donné, le poids aussi de ce qui a été déclenché doit être sur Marois Risky. Elle doit dire quelque chose, à mon avis. Parce que Michel David, en attendant, lui, ne peut pas répéter à tous les jours qu'elle ne l'a pas appelé. Là. Lui, il va falloir qu'il mette une ligne, puis soit qu'il arrête d'en parler. Comprenez-vous? Je comprends très bien. Oui, ben, moi, je pense que la balle, comme dit Alec, est dans le camp de Mme Risky. Mais Mme Risky, elle ne se représente pas. Là. Et pour le moment, bon, si ça veut revenir un jour, ça pourra poser problème. Mais pour le moment, le gars qui a un problème, c'est Pablo Rodriguez. Quand il dit « elle nuit au parti », mais elle nuit beaucoup aussi au chef du parti. Et lui, il doit mettre fin à cette crise-là. Elle, quand même, ça dure un bout de temps, ça ne la dérange pas beaucoup. Mais lui, il doit trouver une solution. Puis on se dit, bon, comment ça se fait qu'un s'est rendu là? Jamais je croirais qu'il n'avait jamais entendu parler qu'il y avait un problème de communication entre les deux. Et si c'était ça, il aurait dit, bon, mais regarde, si tu n'entends pas avec elle, on va en nommer une autre. Alors, il aurait pu le faire au départ, puis là, les jours, puis bientôt les semaines vont passer sans qu'il donne l'impression d'être capable de régler. Alors, c'est lui elle a le fardeau de la preuve, mais les dommages, c'est lui qui les subit. Hélène, lui, écope dans le chaloupe qui coule. Et c'est ce qui rend cette situation si difficile pour le chef. Il n'a pas de contrôle sur la situation. Moi, j'avoue que je ne comprends pas quel est donc ce secret d'État dont est détentrice Mme Risky, qui l'empêche absolument de nous dire de quoi il s'agit. Donc oui, c'est elle qui nuit au chef, mais le chef, il se bat contre des fantômes. Mais vous savez, quand Mme Risky a annoncé son départ, tout le monde était triste, la voyait peut-être une future chef, et plusieurs ont pensé... Ce n'est qu'un au revoir. Eh bien, je pense qu'avec tout ce qui vient d'arriver, là, je pense que c'est un bye-bye pour toujours. OK. Je vais vous faire sourire, Michel David. Vous avez peut-être vu Claude Charron hier qui m'a donné une entrevue. Là, le chef du Parti québécois, parce que Claude Charron dit il faut un référendum, un troisième, puis je vais aider. On va écouter le chef du Parti québécois faire une vidéo pour lui répondre. Viens-t'en! On écoute. Claude Charron dit au jeune chef fougueux du PQ, vas-y. Vas-y, oui, puis si je peux donner un coup de main, appelle-moi. Ce que je voulais dire à M. Charron, c'est il y a une partie de nous, dans ma génération, qui le fait, évidemment parce que c'est un super beau projet de société. Vous avez raison de dire qu'il est aussi beau, ce projet-là, qu'à votre époque. Mais il y a une partie aussi, il y a une quête de justice pour tous ceux qui ont donné pour le Québec depuis les Patriotes, y compris votre génération, qui a servi cette cause-là. Donc, quand vous nous dites « je vais être là », bien, moi, je vous réponds, c'est un projet pour toutes les générations et on va tellement être content de vous accueillir. Évidemment. Michel David, 10 secondes. Évidemment qu'il va l'accueillir. Pourquoi pas?
Bien sûr, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est un des derniers vieux de la vieille, si on peut dire, au PQ. Alors, ça va lui faire un grand plaisir. Il a dû être très content d'entendre qu'il fallait un troisième référendum. Mais il y a eu un autre conseil que M. Charron a donné à M. Saint-Pierre Plamondon dans votre entrevue. C'est qu'il a dit si la question avait été plus claire en 95, ça aurait peut-être été mieux. Ça, je ne suis pas sûr de ça, mais il y a de matière à réflexion parce qu'on ne sait toujours pas si la question va être si claire que ça. On aura le temps d'en reparler de ça, assurément. Hélène, Michel, Alec, merci beaucoup. Au revoir. À très bientôt.